Chers étudiants, bonjour. Je vais entamer avec vous aujourd'hui les maladies monogéniques qui se transmettent avec le mode mendélien. C'est quoi l'hérédité monofactorielle? C'est-à-dire que c'est la transmission d'un seul facteur qui est régi par un seul gène, et mendélienne, c'est-à-dire selon le mode mendélien, parce que vous allez voir dans un autre cours, il y a certaines transmissions de gènes qui ne vont pas se faire avec ce mode. Voici le plan. Cette maladie, cette hérédité monogénique ou monofactorielle va s'intéresser au caractère déterminé par la présence d'un allèle spécifique dans un locus donné sur un seul ou une paire de chromosomes. On va décortiquer cette phrase. C'est quoi un allèle? Les allèles sont les différentes formes que peut prendre un même gène dans un locus donné. Par exemple, le gène de la couleur des yeux, c'est le gène, et les allèles sont, par exemple, la couleur verte, la couleur marron. C'est ça les allèles. On va prendre cet exemple très très simple pour vous expliquer les différentes notions. Le locus. Le locus, c'est l'endroit où siège le gène. C'est le site physique où se situe ce gène sur le chromosome. Par exemple, le gène va se situer toujours, par exemple, au niveau du chromosome 7, au niveau du bras court, à tel endroit, au niveau de la région X ou bien la bande Y. Ok? Donc, il a toujours en principe le même endroit. Un individu qui possède deux allèles identiques, c'est-à-dire par exemple qu'il y a les deux gènes qui codent pour la couleur verte des yeux, est dit homozygote. Et un individu qui possède deux allèles différents, c'est-à-dire par exemple un allèle vert et un allèle marron, va être défini comme hétérozygote. Vous savez très bien que l'être humain est une espèce diploïde, c'est-à-dire qu'il a deux exemplaires pour chaque chromosome. Il y a notamment 23 paires de chromosomes, dont 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels ou bien de gonosomes. Donc, tous les autosomes, c'est tous les chromosomes à part les chromosomes sexuels. Le mode de transmission d'un caractère régi par un seul gène, c'est-à-dire un caractère monogénique, va dépendre de deux facteurs essentiels qui vont déterminer cette transmission. Il y a d'abord la localisation du gène soit sur un autosome ou bien sur un chromosome sexuel et la force d'expression d'un gène. Il y a des gènes, il suffit qu'on ait un seul exemplaire pour qu'il s'exprime, c'est le gène dominant. Et il y a des gènes où il faut qu'il y ait les deux gènes qui sont chez la personne pour qu'ils s'expriment. Donc, c'est un gène récessif. Chez l'espèce humaine, qui est diploïde, les gènes sont transmis en général selon les lois de Mendel. Une dernière notion avant d'entrer dans le cours. En génétique humaine, on ne parle pas de gènes sauvages. Quand on voit, par exemple, chez les souris, les lapins, etc. On appelle les gènes soit l'allèle qui ne donne pas la maladie, on dit que c'est un allèle normal. Et l'allèle muté qui va donner la maladie, on va appeler allèle morbide, délétère ou bien pathologique. Ça, c'est des synonymes de l'allèle muté. Le nombre de maladies génétiques répertoriées est entre 6000 et 7000 en général. On parle des maladies génétiques tout compris, les maladies monogéniques, chromosomiques, dues aux gènes mitochondriaux, etc. Donc, par ordre décroissant de fréquence, c'est-à-dire du plus fréquent au moins fréquent, on a les maladies autosomiques dominantes, qu'on va voir en premier, les maladies autosomiques récessives, les maladies liées au chromosome X, les maladies de l'ADN mitochondrial, et enfin, il y a quelques maladies liées au chromosome Y. Avant d'entamer la transmission, c'est très important d'avoir des notions sur l'arbre généalogique. Vous savez très bien que pour des raisons éthiques, on ne peut pas faire d'expérience sur l'être humain, comme on le fait sur les animaux, comme l'a fait Morgan sur les drosophiles, il fait des croisements entre drosophiles. Mendel a fait des croisements entre les différentes espèces, entre les différents types de petits pois. Tout ça, on ne peut pas le faire chez l'espèce humaine. On ne peut pas imposer, par exemple, une personne qui a telle maladie de se marier, d'avoir des enfants avec une personne qui n'a pas de maladie ou elle a une autre maladie pour voir la descendance. Donc, on a recours
à un système qu'on appelle l'arbre généalogique ou bien pédigré. C'est quoi cet arbre généalogique? C'est une représentation graphique des ascendants, c'est-à-dire pour la personne, ses parents et grands-parents, ses descendants, c'est-à-dire ses enfants, petits-enfants, ainsi que les collatéraux, c'est-à-dire les frères et sœurs, cousins et cousines. Donc quand on va construire cet arbre généalogique après une enquête minutieuse, on peut conclure au mode de transmission de la maladie. Voilà des symboles universels, je pense que vous les avez déjà vus au lycée. Carré pour homme, un cercle pour une femme, union c'est une ligne horizontale, la ligne verticale pour nous donner les descendants, ça c'est des jumeaux dizygotes, c'est-à-dire de faux jumeaux, de vrais jumeaux, etc. Ici c'est une personne porteuse, hétérozygote. Un avortement, ça c'est le propositus, c'est-à-dire quand on fait notre enquête, c'est la personne concernée qui vient en consultation. Première génération, deuxième génération, mariage consanguin, c'est-à-dire c'est entre cousins. Donc le dessin de l'arbre généalogique, on va l'expliquer. Chaque génération, elle est numérotée avec des chiffres romains, 1, 2, 3, etc. Et les personnes de la même génération, de gauche à droite, vont être numérotées en chiffres arabes. Les personnes atteintes sont foncées et les personnes saines sont en clair. Donc je pense que vous avez compris comment on peut écrire un arbre généalogique. Bien sûr, quand on a des enfants, on commence toujours par les plus âgés de gauche à droite. Voici un résumé de comment construire un arbre généalogique. Donc les générations les plus anciennes sont en haut de l'arbre, c'est-à-dire les parents, les grands-parents. Plus on monte, plus c'est les aïeux. Pour le couple, mettre d'abord le père puis la mère, c'est-à-dire le carré puis le rond. Les personnes sur la même ligne sont de la même génération. L'énumération des générations en chiffres romains, on l'a déjà dit. La numérotation de chaque génération de gauche à droite en chiffres arabes. Pour la fratrie, commencer par les plus âgés. Et pour interpréter, point très important, pour interpréter un arbre généalogique, il faut au minimum 3 générations. C'est-à-dire si on n'a que les parents et leurs enfants, impossible de conclure au mode de transmission. Il faut savoir que sur le plan pratique, la construction d'un arbre généalogique n'est pas si simple que ça. Elle nécessite une enquête minutieuse qui peut nécessiter plusieurs entrevues avec le patient, avec ses parents. Des fois, il arrive qu'il y ait des personnes qui vont faire l'enquête au niveau, par exemple, du village où cette famille a la maladie. Il faut poser des questions plusieurs fois. Il faut prendre les malades séparément parce qu'il faut savoir que des fois, les maladies génétiques est un sujet tabou. Donc, pour vous dire que l'enquête génétique n'est pas si simple que ça. Mais une fois qu'on a un bon arbre généalogique, ça va nous faciliter la tâche pour conclure le mode de transmission et ainsi faire un bon conseil génétique. Ici, c'est juste un rappel. Vous avez déjà fait les lois de Mendel, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Le rappel des lois, la première loi, c'est l'uniformité des hybrides, c'est-à-dire que quand on va faire l'échiquier de Bennett, les hétérozygotes, c'est-à-dire la première génération hybride, elle est homogène, c'est-à-dire ils ont tous le même phénotype. Bien sûr, avec apparition surtout du phénotype du gène dominant. Puis, quand on continue les générations, il y aura la réapparition du gène récessif. Ici, la deuxième loi, c'est la loi de disjonction et pureté des gamètes, c'est-à-dire chaque spermatozoïde et chaque ovule aura seulement un exemplaire du gène. Une personne qui a par exemple, qui est hétérozygote, elle a un gène malade et un gène normal, elle aura des ovules, par exemple une femme, elle aura des ovules où il n'y aura que le gène malade et des ovules où il n'y aura que le gène normal. Et enfin, indépendance de la transmission des caractères, c'est-à-dire que si la personne elle a deux caractéristiques différentes, chaque caractéristique va évoluer pour son propre compte quand on va faire les calculs, etc. Sauf dans certaines situations où les gènes peuvent être liés et très très rapprochés sur le chromosome. Ça, c'est Morgan qui l'a démontré.
Les travaux de Morgan sont reconnus surtout pour le mode de transmission de l'hérédité lié au chromosome X, avec ses travaux sur la drosophile. Et bien sûr, avec l'aide d'autres scientifiques, il a démontré les phénomènes du crossing over. Enfin, c'est lui qui a associé un gène spécifique à un chromosome spécifique, c'est-à-dire l'histoire du locus, que chaque gène, finalement, il a un endroit spécifique au niveau du génome humain. Maintenant qu'on a parlé un peu de l'arbre généalogique et des différentes lois qui nous ont aidés à pouvoir comprendre la transmission des maladies de façon classique, de ces maladies monogéniques, on va commencer par les maladies les plus fréquentes, c'est les maladies autosomiques dominantes. Donc autosomique, c'est-à-dire que le gène qui va nous donner la maladie est sur un autosome. Et dominante, c'est-à-dire que c'est un gène, il suffit d'avoir un seul gène malade pour qu'il ait expression de la maladie. Okay. Donc ici, on va, il y aura le symbole du A majuscule pour l'allèle muté ou morbide et le A minuscule pour l'allèle normal. On avait dit que pour les maladies autosomiques dominantes, les individus hétérozygotes grand A et petit a et homozygotes grand A, je reprends, j'avais fait une petite pause, désolé. Donc, les individus hétérozygotes grand A, petit a et homozygotes grand A sont malades. Alors que les homozygotes, bien sûr, petit a sont sains. Les homozygotes pour l'allèle morbide dominant sont rares, effectivement, dans la population. Les homozygotes vont avoir en général un phénotype plus sévère, mais parfois il est identique à celui des hétérozygotes. Donc, quand on va faire le tableau de croisement pour étudier les différentes probabilités quand les gamètes vont se croiser, on l'appelle échiquier de Punnett. Le cas les plus fréquents qu'on retrouve dans la population, c'est le mariage d'une personne hétérozygote malade avec une personne saine. Donc, grand A, petit a avec petit a. Quand on va faire des probabilités, on va trouver que on aura 50% de risque d'avoir un enfant atteint à chaque grossesse. C'est un terme très important de dire à chaque grossesse. C'est-à-dire que le risque de chaque grossesse est indépendant de la grossesse précédente. On ne peut pas faire le cumul. Par exemple, une famille où il y a une maladie autosomique dominante, s'ils ont 2 enfants malades, on ne peut pas leur dire c'est bon, vous aurez les prochains qui seront normaux parce que c'est 50%. À chaque fois, on a 50% de risque. Donc, ils pourront avoir tous leurs enfants malades ou bien aucun enfant malade, ou bien un enfant malade, etc. On aura toutes les probabilités. Voilà un arbre généalogique d'une maladie autosomique dominante. Donc on voit qu'il y a apparition de la maladie à chaque génération. On parle de transmission verticale. C'est-à-dire quand on voit le noir, il est vertical par opposition à ce qu'on va voir pour les maladies récessives, c'est horizontal. Comment peut-on reconnaître une maladie dominante liée aux autosomes? Il faut savoir que ces critères ont été ressortis à partir des unions les plus fréquentes. C'est-à-dire, on sait donc dans la population générale, c'est surtout une personne hétérozygote malade qui va se marier avec une personne saine. Donc, les critères, c'est selon ce type d'union. C'est quoi ces critères? La maladie apparaît à chaque génération, c'est-à-dire transmission verticale. C'est-à-dire, un enfant atteint, il a forcément un parent atteint. On va le voir d'ailleurs, c'est un autre critère. La maladie va atteindre les deux sexes avec les mêmes proportions. C'est-à-dire, on a autant de filles que de garçons sur le plan des statistiques. Un individu atteint a forcément un parent atteint, sauf dans certaines situations qu'on va voir tout à l'heure. Un individu sain, c'est-à-dire qui n'a apparemment pas de signes, ne transmet pas la maladie. Parce qu'imaginez une personne qui vient et vous dit que voilà, il y a une maladie autosomique dominante dans ma famille, mon père et mon frère sont atteints, moi je ne suis pas atteint, est-ce que je peux transmettre la maladie à mes enfants? Il faut connaître la maladie parce qu'il faut savoir que dans certaines situations, en général, on va lui dire vous ne transmettez pas. Mais il y a certaines situations où cette évidence n'est pas vraie.
Dans le cas de la pénétrance incomplète, l'expressivité variable et l'âge d'apparition tardive, on va parler de ça plus loin. La notion qu'un homme peut transmettre la maladie à son fils est très importante. Ce critère est prendre en considération pour différencier avec les maladies liées au chromosome X. On va le voir plus loin. La maladie est transmise une fois sur deux, c'est-à-dire à chaque grossesse, il y aura un risque de 50% d'avoir un enfant malade. Il y a d'autres situations plus rares, mais bon, on va en parler comme ça pour étudier un peu les probabilités. Imaginez qu'il y ait deux personnes hétérozygotes qui vont se marier. C'est le cas par exemple de l'achondroplasie. Il y a beaucoup de femmes qui ont l'achondroplasie qui vont se marier avec un homme qui a une achondroplasie. Donc vous voyez ici qu'il y a 75% de risque d'avoir un enfant malade et quand même 25% de risque d'avoir un enfant, de chance on va dire, d'avoir un enfant normal. Et malheureusement dans 25% des cas, c'est des homozygotes, donc les signes peuvent être très très sévères, voire identiques aux hétérozygotes. Les autres unions, par exemple, un homozygote malade avec une personne saine, il aura 100% de risque pour avoir des enfants malades. Et par exemple, deux homozygotes malades, c'est quasiment impossible. Ok? Donc, je reprends ici la remarque que chaque grossesse est un phénomène indépendant, non influencé par les grossesses précédentes. Exemple de maladie autosomique dominante, on a la maladie de Huntington, la neurofibromatose de von Recklinghausen, la chondroplasie, l'hypercholestérolémie familiale, la brachydactylie et certaines prédispositions pour les cancers, notamment du sein, côlon, rétinoblastome, cancer médullaire de la thyroïde. Ici, on parle de la transmission de la prédisposition au cancer et non du cancer lui-même. Ok? C'est un gène muté qui prédispose au cancer du sein. Parce que un seul gène muté, en principe, ne donne pas la maladie. C'est au courant de la vie, cette personne va muter encore sur un deuxième allèle, il y aura le cancer. Donc, je n'ai pas dit que les cancers sont des maladies à transmission autosomique dominante, mais la prédisposition au cancer. On va voir juste des petits détails sur certaines maladies. Le plus important, c'est de connaître un peu, connaître surtout la transmission, mais quand même connaître les maladies classiques pour y penser à chaque fois que vous avez ce type de transmission. La chorée ou la maladie de Huntington, c'est une affection qui va atteindre les cellules nerveuses. C'est une affection neurodégénérative, c'est-à-dire il y aura la dégénérescence des nerfs. Elle est héréditaire, qui entraîne une altération profonde et sévère des capacités physiques et intellectuelles. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont avoir des mouvements incoordonnés. C'est pour ça qu'on dit chorée de Huntington. C'est comme si ils faisaient une danse. Ils ne coordonnent pas les mouvements des bras et des membres inférieurs, même de la tête, etc. Et le problème aussi, il y a des capacités intellectuelles qui vont dégénérer. Cette maladie débute en général souvent entre 40 et 50 ans. Et la cause est une mutation instable du gène HD, qui est situé au niveau du chromosome 4. La neurofibromatose de von Recklinghausen, c'est une neurofibromatose, c'est-à-dire que c'est des tumeurs qui vont atteindre plusieurs organes, surtout situés au niveau des nerfs, la peau, etc. C'est des tuméfactions au niveau de la peau, des nerfs, et on a même les taches café au lait. Je vais vous montrer des images d'ailleurs de ces taches café au lait. Il faut bien sûr certaines caractéristiques pour soupçonner la neurofibromatose. Parce que les taches café au lait, quand il y a une seule seulement, c'est très très fréquent dans la population. Donc il faut que cette tache café au lait soit supérieure à 10 cm ou bien il faut qu'il y ait plusieurs taches sur le corps pour les prendre en considération. Donc il y a les petites tumeurs sous-cutanées, etc. C'est la mutation du gène NF1 qui est situé sur le chromosome 17 et dans 50% des cas c'est une mutation de novo, c'est-à-dire c'est une mutation qui survient chez l'enfant puis elle va être transmise avec le mode autosomique dominant. Voilà des images, donc la tache café au lait. Donc je vous ai dit, il faut que ce soit une très grande tache supérieure à 10 cm ou bien la présence de plusieurs taches café au lait réparties dans le corps. Il y a les
tumeur cutanée. Et enfin, la malformation qui peut donner un surplus de peau et du tissu conjonctif. C'est ce qui va nous donner le fameux elephant man. La dangerosité de cette maladie, c'est surtout la dégénérescence des tumeurs en cancer, des parties molles. On passe maintenant à l'achondroplasie. L'achondroplasie, c'est ce qu'on appelle, c'est la maladie, le nanisme dysharmonieux. Qu'est-ce que ça veut dire dysharmonieux? Le problème réside au niveau des membres supérieurs et inférieurs seulement. Le torse et la tête ont une morphologie, une taille normale. Bien sûr, ils ont un faciès particulier. Donc, je vais vous montrer le schéma pour reconnaître cette maladie. C'est les fameux nains qu'on retrouve dans la population générale. Les capacités cognitives ne sont en règle générale pas affectées. C'est des personnes qui ont un QI normal, qui travaillent, qui étudient normalement, etc. Le seul problème, c'est au niveau des membres inférieurs et supérieurs, et ils ont beaucoup de problèmes au niveau de la colonne vertébrale aussi. Donc le gène muté, c'est le gène FGFR3 situé au niveau du chromosome 4, et aussi l'achondroplasie survient le plus souvent par néomutation. Effectivement, on reçoit beaucoup de patients qui ont des parents sains, et quand on fait l'enquête génétique, il n'y a pas la notion d'achondroplasie dans la famille, donc ça survient par néomutation. Voilà l'image d'un enfant avec achondroplasie. Donc c'est vrai qu'ils ont une hyperlordose qui peut leur donner beaucoup de problèmes quand ils sont âgés. On passe maintenant à l'hypercholestérolémie familiale. C'est l'augmentation du cholestérol à un âge précoce. Il faut très bien, et vous savez très bien que le cholestérol va augmenter à partir d'un certain âge. Par exemple, à partir de 50 ans, 60 ans, les personnes doivent faire attention à leur alimentation pour éviter l'excès de cholestérol qui va entraîner la rigidité des vaisseaux sanguins et favoriser l'hypertension artérielle, l'infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Il y a une maladie génétique il y a une mutation d'un certain gène qui va faire augmenter ce cholestérol. Par exemple, chez une personne qui a 14, 15 ans, 16 ans, 20 ans, elle a un taux de cholestérol très élevé. Donc, ces personnes sont à risque élevé de faire des infarctus, des AVC et avoir une hypertension à un âge très précoce. Ici, je vous montre sur l'image. Donc, c'est un dépôt de cholestérol au niveau des paupières qu'on appelle xanthelasma. La brachydactylie, c'est les mains avec les doigts courts. Vous voyez ici, c'est des doigts plus courts que normalement. C'est une anomalie congénitale aussi. Et elle se transmet par le mode autosomique dominant. On va voir maintenant les particularités de l'hérédité autosomique dominante. On avait vu tout à l'heure que la transmission apparaît à chaque génération, sauf dans certaines situations. On va voir la première particularité, c'est la pénétrance incomplète. Qu'est-ce qu'elle veut dire? La pénétrance incomplète, c'est-à-dire que dans certaines situations, il y a des personnes qui ont le gène muté, qui portent le gène muté, mais qui n'expriment pas la maladie. Il y a certaines maladies autosomiques dominantes, parce que logiquement, chaque personne hétérozygote qui a le gène morbide, en principe, elle doit exprimer la maladie. Mais on a remarqué que dans certaines maladies, cette notion n'est pas retrouvée. La pénétrance est le nombre d'hétérozygotes malades, c'est-à-dire le classique, sur le nombre total d'hétérozygotes. Donc, bon, le nombre total d'hétérozygotes, il faut savoir que ce n'est pas évident de chiffrer et de reconnaître tous les hétérozygotes non malades. En général, on les découvre quand on commence à faire des tests génétiques dans les familles où il y a des maladies autosomiques dominantes. Par exemple, la brachydactylie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a une personne qui a une brachydactylie. Quand on fait l'enquête génétique, eh bien, les deux parents ne portent pas ils ont des mains ou des pieds normaux. Mais quand on va voir plus loin, c'est-à-dire chez les grands-parents, etc.,
On retrouve cette notion chez les ascendants. Donc on dit que la brachydactylie a une pénétrance incomplète. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les personnes qui ont les gènes malades qui vont exprimer la maladie. La pénétrance aussi peut varier avec l'âge. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme dans la maladie de Huntington. On a dit tout à l'heure que la maladie de Huntington apparaissait à partir de l'âge de 40-50 ans. C'est-à-dire que tous les bébés, quand ils naissent, ils n'ont pas de signe. On va dire que la pénétrance est de 0. Hein? Quand vous faites vous mettez vous faites la division, vous allez trouver 0. C'est-à-dire que aucun enfant à la naissance ne va avoir de signe. À l'âge de 50 ans, cette pénétrance sera de 50%. C'est-à-dire il y aura 50% des personnes qui portent le gène qui vont exprimer la maladie. Donc on aura 0,5 ici. Et enfin, à l'âge de 70 ans, toutes les personnes qui ont le gène vont exprimer la maladie. Donc on aura le fameux 1, donc 50%. Maintenant, on passe au terme expressivité variable. Ça veut dire que dans une maladie, on a l'expression, il y a plusieurs signes qu'on peut retrouver qui vont varier d'une personne à l'autre. On a comme exemple ce qu'on appelle la polydactylie. Polydactylie, c'est-à-dire qu'on a plus de 5 doigts dans les mains ou plus de 5 orteils dans le pied. Par exemple, on a un patient qui vient avec 6 doigts dans chaque main. Si on va consulter ses parents, on va trouver par exemple son père qui a 6 orteils au niveau du pied gauche. On va voir son frère, il aura par exemple 6 doigts au niveau de la main droite seulement, alors que l'autre main et les pieds sont normaux. C'est ça l'expressivité variable. Je vous montre une image. Donc vous voyez la polydactylie, elle peut être totale, c'est-à-dire la présence d'un seul doigt complet. Ici apparemment c'est celui qui est en plus. Et ça peut être que des diverticules qu'on peut réséquer chirurgicalement. On passe maintenant au terme anticipation. Ce phénomène concerne les maladies qu'on appelle avec mutation instable. Vous avez dû voir ce phénomène dans les maladies, je pense, à transmission non mendélienne. C'est quoi une anticipation d'une maladie? La définition de l'anticipation, c'est qu'au cours des générations, la maladie va apparaître chez des patients de plus en plus jeunes avec des signes de plus en plus graves. On prend encore la maladie de Huntington. Par exemple, le père a commencé à avoir les signes de la maladie à l'âge de 70 ans. Il avait quelques signes discrets, par exemple, de coordination. Puis, chez son fils, la maladie va apparaître à l'âge de 50 ans avec des signes plus importants. Il aura des problèmes de la marche, par exemple. Il aura des pertes de mémoire, etc. Et chez son fils, elle peut apparaître à l'âge de 40 ans avec des signes encore plus graves. C'est une personne qui ne pourra même pas marcher et qui aura un problème au niveau du quotient intellectuel. Donc c'est ça l'anticipation de la maladie. Parce que la mutation, pourquoi on lui dit instable, à chaque fois elle va être amplifiée. Donc elle va donner des signes plus graves et apparaître à un âge plus précoce. Donc vous avez les exemples ici, la dystrophie myotonique de Steinert et la maladie de Huntington. Le mosaïcisme germinal, c'est quoi? Il faut savoir que dans ces maladies autosomiques dominantes, des fois le gène délétère va se loger au niveau des gamètes. C'est-à-dire que la personne, elle a au niveau de ses gènes somatiques, il n'y a pas le gène délétère. Mais il va être au niveau de certaines gamètes. Par exemple chez l'homme, il y a une population de spermatozoïdes où on trouve le gène muté et une population de spermatozoïdes où on ne trouve pas. Donc, c'est pour ça que quand on a un enfant avec une maladie autosomique dominante, on va voir les parents, s'il n'y a pas par exemple le père n'a pas de maladie, d'où l'intérêt de faire l'arbre généalogique sur plusieurs générations. On va trouver peut-être que le grand-père avait la maladie, l'arrière-grand-père, mais pas le père. Donc ici, on comprendra
que chez le père, il y a eu le fameux mosaïcisme germinal. C'est pour ça, plus on a le nombre de générations, plus il est élevé dans un arbre généalogique, plus on peut avoir les informations complètes sur la transmission des maladies. Enfin, c'est quoi une néomutation? On a des parents normaux qui arrivent avec un enfant qui a une achondroplasie. Et quand on fait notre enquête génétique, on ne trouve la notion d'achondroplasie dans aucun membre de la famille, ni les ascendants, ni les descendants, ni les descendants, ni les collatéraux. Donc, on comprendra qu'il y a eu le gène qui a été muté seulement chez la personne malade. Et bien sûr, ce gène va se transmettre avec le mode autosomique dominant. Voilà, on a fini avec les maladies autosomiques dominantes. Maintenant, on va passer aux maladies autosomiques récessives. Ici, pour qu'un individu soit malade, il faut que les deux allèles soient morbides et mutés, donc il faut qu'ils soient homozygotes, grand A, grand A. Les personnes hétérozygotes sont appelées porteurs sains, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'a aucun signe, mais si on fait un test génétique, on va trouver qu'elle porte l'allèle morbide. L'union la plus fréquente de ces maladies autosomiques récessives, c'est l'union de deux personnes hétérozygotes, c'est-à-dire deux porteurs sains, et c'est ce qu'on retrouve en général dans les mariages consanguins. C'est-à-dire que ces maladies autosomiques récessives vont apparaître surtout dans les mariages consanguins. C'est une notion très importante à retenir. Ici, l'échiquier, on va voir l'échiquier de croisement, donc grand A, petit a. Quand on voit les résultats, on aura 25% de personnes, 25% de risque d'avoir un enfant malade, homozygote, 50% de risque d'avoir des porteurs sains et 25% de chance d'avoir une personne saine. Donc, phénotypiquement, on aura 75% de chance d'avoir un enfant apparemment sain. Ok? Les autres unions possibles, on peut avoir un hétérozygote avec une personne malade, d'où l'intérêt, quand on a une maladie génétique récessive dans la famille, de ne pas se marier avec une cousine, c'est-à-dire pour avoir plus de chances de tomber sur une personne qui n'a pas le gène morbide. Il y a aussi l'union d'une personne malade homozygote avec une personne saine aussi, ça arrive. Donc ici, on aura tous les enfants qui seront porteurs. Comment reconnaître la maladie autosomique récessive? Justement, ces notions ont été retirées de l'union la plus fréquente qui est l'union entre deux personnes hétérozygotes, pour deux personnes porteurs sains. Donc les deux parents et les enfants d'un sujet atteint sont généralement sains. Il y a le saut de génération, la transmission est horizontale. C'est-à-dire quand on fait notre enquête génétique, la personne malade elle va nous dire, bon, mes parents sont normaux, mais je sais que j'ai un cousin du côté de ma mère qui a la maladie. Je sais que j'ai un cousin du côté de mon père qui s'est marié d'ailleurs avec une cousine qui a la maladie. Et ils vont vous dire, ah oui, mon père et ma mère sont des cousins. Donc ici, on va directement soupçonner une maladie autosomique récessive. Les deux sexes sont atteints de façon égale. Hein, on est en face d'une maladie autosomique. Donc les deux, il n'y a pas de sexe qui est favorisé par rapport à l'autre dans la maladie. Le risque de récurrence pour chaque frère ou sœur est de 25%. C'est-à-dire finalement, ces maladies récessives sont moins... il y a moins de risque d'avoir un enfant malade que pour les maladies dominantes. Et enfin, on l'a déjà dit, on ne le répétera jamais assez, la notion de consanguinité est souvent retrouvée, surtout si le gène de la maladie est rare dans la population générale. Donc voilà, donc ici c'est les porteurs sains. Un porteur sain avec une personne normale. Donc ils auront des enfants apparemment sains, tous apparemment sains, deux porteurs et voilà, des cousins germains qui vont, l'union de deux cousins germains qui va donner des enfants malades. Voilà. Donc d'où, c'est pour ces maladies-là qu'il faut essayer de ne pas
se marier avec des cousins. Les exemples de maladies autosomiques récessives, on a la fibrose kystique ou la fameuse mucoviscidose, la maladie de Tay-Sachs, l'anémie falciforme ou la drépanocytose, la phénylcétonurie et l'albinisme. La mucoviscidose, c'est en gros, les personnes qui ont la mucoviscidose, ils ont un problème au niveau du mucus qui est très très épais. On sait très bien que le mucus est sécrété dans différents organes, notamment le poumon, au niveau du pancréas, au niveau du tube digestif, la sueur au niveau de la peau. Donc ces personnes-là, comme leur mucus sera très épais, il y aura une stase pulmonaire, ils feront beaucoup d'infections pulmonaires. Des fois, ça nécessite jusqu'à la greffe du poumon. Et ils font, vu la viscosité du mucus, faire des pancréatites, qui est une maladie très très grave, qui est mortelle. Et bien sûr, beaucoup d'autres problèmes. Donc, c'est une maladie assez contraignante et assez grave. Elle est très fréquente en France. Elle n'est pas fréquente en Algérie. On la retrouve surtout dans les familles où il y a eu une union avec des personnes européennes. La maladie de Tay-Sachs, c'est une maladie neurodégénérative due à un déficit d'une enzyme qui est l'exosaminidase, qui va provoquer une accumulation du ganglioside GM2. C'est-à-dire que c'est une maladie de surcharge. C'est des bébés qui vont naître normal, puis après 3-4 mois par exemple, il y aura une accumulation de certains produits dans les cellules nerveuses, parce qu'il n'y a pas une enzyme qui va dégrader ces produits, et cette accumulation va nous donner des signes neurologiques qui peuvent aller jusqu'au décès du bébé. Donc les symptômes apparaissent, je vous avais dit, entre l'âge de 3 et 6 mois, et le décès arrive en général entre 4 et 5 ans. Le gène muté se situe sur le chromosome 15. C'est des drames dans les familles, parce qu'ils vous disent, voilà, mon bébé est né normal, puis il commence à avoir des problèmes dès l'âge de 3-4 mois, et dès qu'il a les problèmes, quand c'est des familles qui ont eu plusieurs enfants, ils savent que l'enfant va décéder dans quelques années. C'est affreux. C'est pour ça, je réitère l'information de dire que les mariages consanguins, il faut vraiment réfléchir avant de les faire, ou bien il faut vraiment se renseigner sur la famille s'il n'y a pas une maladie récessive. On passe à l'anémie falciforme ou bien la drépanocytose. C'est une maladie qui est caractérisée par des globules rouges. Bon, ici, vous voyez des globules rouges normaux. Ici, c'est des globules rouges malades. Donc, c'est des globules rouges qui ne sont pas souples, qui sont déformés. Donc, ils ne peuvent pas passer normalement dans les capillaires sanguins. Alors là, ils sont détruits massivement par la rate. Ça aussi, c'est une anémie qui peut faire qui est fréquente en Algérie. D'ailleurs, drépanocytose, c'est le terme drépanocytose, c'est en référence avec la forme des globules rouges. On passe maintenant à la phénylcétonurie. Justement, cette maladie, je ne sais pas si vous avez l'habitude quand vous prenez des boissons light, qu'est-ce qu'on met? Interdit aux enfants de moins de 3 ans et aux femmes enceintes. Justement, c'est au cas où cet enfant porte le gène de la phénylcétonurie, parce que s'il prend les Coca Light, qui contient la phénylalanine, il ne pourra pas le métaboliser et il peut y avoir une accumulation au niveau de son corps et avoir des problèmes neurologiques. Le seul traitement pour ces malades, c'est d'éviter tous les produits où il y a la phénylalanine. On passe à l'albinisme. Les personnes atteintes naissent avec une couleur de peau et de cheveux très clairs parce qu'ils n'ont pas de mélanine, ils n'ont pas de pigment.
le problème de cette maladie, c'est que ces personnes sont, quand elles n'ont pas de mélanine, il y a le risque de cancer de la peau qui est très fréquent et aussi elles peuvent finir par avoir une cécité, c'est-à-dire elles seront aveugles parce que vous allez voir dans le cours d'histologie les cellules nerveuses qui sont responsables de la vision sont protégées par des pigments qui ont la même origine que la mélanine. Donc ces personnes-là n'ont pas ces pigments-là. Les cellules sensorielles de la vue sont détruites à un âge très précoce. On a fini avec la maladie autosomique récessive. On va passer à la codominance. On avait dit que le gène avait une force d'expression différente. Il peut avoir une grande force d'expression, donc il suffit qu'on soit hétérozygote pour faire exprimer la maladie, ou bien récessif, il faut que la personne soit homozygote pour exprimer la maladie. Et bien, il y a une étape des gènes qui ont des caractéristiques intermédiaires, c'est-à-dire que les deux allèles de ce gène vont s'exprimer en même temps. Les deux allèles vont s'exprimer en même temps, on va dire que la maladie est codominante. Donc, dans la descendance, il y aura 3 phénotypes qui vont correspondre à 3 génotypes, alors que dans la récessive et la dominante, on a vu qu'il n'y avait que 2 phénotypes, soit malade, soit sain, apparemment sain. Ici, il y a 3 phénotypes. Il y a 25% d'homozygotes pour le premier allèle, 25% pour le deuxième allèle, et enfin 50% d'hétérozygotes qui auront un phénotype intermédiaire. Par exemple, la codominance, on le retrouve dans les systèmes du groupe sanguin ABO. Il y a on va prendre un exemple. Quand on a le groupe sanguin A, c'est-à-dire phénotype A, donc la personne, elle est soit A0, soit AA. Quand on a le groupe sanguin B, elle est soit B ou bien B0. Mais si la personne a les deux allèles, A, l'allèle A et l'allèle B, donc on aura l'apparition du groupe sanguin AB. Apparition du groupe sanguin AB. Ici, l'union, on a pris un exemple, l'union entre deux personnes AB. Donc, on aura 25% qui aura le phénotype pour le premier allèle. Hein, donc, c'est AA. Donc, phénotype A, groupe sanguin A. 25% qui auront le groupe sanguin B. Et 50% qui auront le groupe sanguin AB, c'est-à-dire le phénotype intermédiaire. Un autre exemple de la codominance, c'est ce qu'on appelle la thalassémie. La thalassémie, c'est une anémie qui est fréquente dans le pourtour de la mer Méditerranée. C'est pour thalassa, c'est pour thalassémie, c'est pour la mer Méditerranée. Donc, elle est très fréquente en Algérie. C'est un ensemble de maladies génétiques qui affectent la synthèse de l'hémoglobine. La forme hétérozygote est une thalassémie majeure très très grave. Elle est appelée maladie de Coulé. C'est des anémies graves, avec les malades sont tout le temps transfusés, etc., etc. Et la forme hétérozygote est une forme très discrète. Il y a soit une petite pâleur seulement, ou bien quand on fait un hémogramme, une formulation sanguine, on va retrouver une légère anémie à la formule, alors que la personne apparaît normale. Donc il y a deux phénotypes différents, selon que la personne soit homozygote ou hétérozygote. Le mode de transmission du gène muté, c'est-à-dire le gène muté, le mode de transmission, il est de type autosomique dominant si le mariage est entre un sujet sain et un sujet hétérozygote. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura 50% de chances que les enfants aient le gène muté et non pas la maladie. Faites attention. Hein. 50% de chances d'avoir le gène muté et 50% de risque, et 50% de chances d'avoir le gène normal, les gènes normaux. D'accord? C'est ça le mode de transmission, 50-50%. Ça ressemble au mode de transmission des maladies autosomiques dominantes. Et il est de type récessif. Le mode de transmission du gène muté est de type récessif si mariage entre deux hétérozygotes, c'est vrai, on aura 75% de risque d'avoir la maladie et 25% de chance d'avoir un phénotype normal. Maintenant, on passe aux maladies liées au chromosome X. La majorité des gènes situés sur le chromosome X n'ont pas leur copie sur le chromosome Y. Effectivement,
Le chromosome X apparaît au groupe, en principe C du cariotype, donc il est assez grand. Et le chromosome Y appartient au dernier groupe, c'est-à-dire qu'il a pratiquement la forme du chromosome 21. Il est tout petit. Donc c'est impossible qu'ils aient le même nombre de gènes. L'homme, c'est-à-dire la personne de sexe masculin, est dite hémizygote pour les gènes du chromosome X. Hémi, ce n'est ni homozygote ni hétérozygote parce qu'ils ont un seul exemplaire. Par contre, la femme peut être homozygote ou hétérozygote pour les gènes du chromosome X. Donc, le mode de transmission des maladies liées à l'X, voilà un X et voilà le Y. Donc, vous voyez la différence. Et même le nombre de gènes, donc voilà, un X et un Y. Donc, certes, ils ont une partie qui est pratiquement la même, mais la majorité n'est pas la même. Donc, comme entre la femme et l'homme, il y a un chromosome X. La femme, elle a tout un chromosome X en plus par rapport à l'homme. L'homme, il a en plus que le chromosome Y qui est tout petit. C'est un chromosome qui va entrer surtout en jeu dans le phénomène du phénotype sexuel. Hein, d'accord? Mais le chromosome X, c'est un chromosome où il y a plus de 2000 gènes. Beaucoup de gènes codent pour des choses somatiques. Pour qu'il n'y ait pas une différence génique importante entre l'homme et la femme, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième X qui est là, il va être en majorité désactivé. Parce qu'il faut connaître, pour qu'il y ait une femme normale, entre guillemets, il faut qu'il y ait expression de quelques gènes du chromosome X en double par rapport à l'homme. Mais reste que la majorité des gènes doivent être désactivés. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'ionisation. Le phénomène de l'ionisation, on le prend classiquement sur la chatte calico. C'est quoi la chatte calico? C'est pour comprendre le mosaïcisme de l'expression du chromosome X chez l'être humain. La femme calico, c'est quoi? Je vais vous dire la couleur blanche du pelage du chat est sur un autosome. On ne va pas parler de ça. Par contre, la couleur marron et noire est sur le chromosome X. Hein? Cette couleur, elle a un allèle qui est noir et un allèle qui est marron. Ok? Donc, un allèle qui est clair, un allèle qui noir et un allèle qui est marron. Une chatte, elle a un chromosome X qui survient de son père et un chromosome X qui survient de sa mère. Imaginons qu'elle a hérité du gène couleur noire du père et couleur marron de la mère. Ok? Donc, il y a les deux X qui sont dans toutes les cellules. Il y a l'expression du chromosome X va être au niveau de certaines cellules d'origine maternelle. Donc, quand le X va s'exprimer, il va faire exprimer la couleur marron du pelage. Et dans d'autres cellules, ça sera l'expression de l'X paternel, c'est-à-dire la couleur noire. Donc, d'autres cellules auront l'expression de la couleur noire. C'est ce qui fait une mosaïque, c'est-à-dire le pelage. On a des endroits où c'est marron, c'est-à-dire que c'est le X maternel qui s'est exprimé, et des endroits où la couleur est noire, c'est-à-dire que c'est le X paternel qui est exprimé. C'est ça le phénomène de l'ionisation. C'est-à-dire qu'on a dans certaines cellules le X paternel qui s'exprime et dans d'autres cellules, c'est le X maternel. Pourquoi parler de tout ça? C'est pour comprendre l'expression des maladies récessives liées à l'X chez la femme. Hein, vous allez comprendre plus loin. Quels sont les critères des maladies récessives liées à l'X? Ce sont les plus fréquentes des maladies liées au chromosome sexuel. D'accord? Elles sont beaucoup plus fréquentes chez l'homme, c'est-à-dire la personne de sexe masculin, que chez la femme. C'est logique, parce que l'homme est hémizygote. Hein? S'il porte le gène de la maladie, il va obligatoirement l'exprimer, même s'il est récessif chez la femme. Par contre, la femme, en principe, si c'est une maladie récessive, elle va pas l'exprimer. Elle va être juste porteur sain. Mais il y a certaines situations où la maladie récessive liée à l'X va être exprimée chez la femme. Il y a deux situations. S'il vous plaît, soyez attentifs. Quelles sont les deux situations où la maladie récessive liée à l'X va s'exprimer chez la femme? D'abord, si la femme est homozygote, c'est-à-dire il y a eu un mariage consanguin, hein, c'est-à-dire le X
du papa, il y a le gène muté et le X de la maman, il y a le gène muté. Donc, c'est une personne homozygote. Même si c'est une maladie récessive, elle va l'exprimer. La deuxième situation, hein, c'est la conséquence de ce qu'on avait parlé, de ce qu'on avait dit sur la lyonisation. C'est le phénomène de l'ionisation défavorable chez la femme hétérozygote. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ionisation défavorable? Il faut savoir que dans la nature, en général, on avait dit que la femme avait 2X. En général, le corps a tendance à faire réprimer, à faire taire le X où il y a une mutation. D'accord? Mais il arrive que des fois, c'est le X où il y a la mutation qui va s'exprimer dans la plupart des cellules. Donc, une femme qui a un gène muté, bien qu'il soit récessif lié à l'X, mais qui va s'exprimer dans beaucoup de cellules, eh bien, elle va exprimer la maladie, malgré que c'est récessif. Ok? Donc, les deux situations où une maladie récessive liée à l'X va s'exprimer chez la femme, c'est soit elle est homozygote pour le gène, soit le phénomène de l'ionisation défavorable. C'est-à-dire que c'est son X où il y a le problème qui va s'exprimer. Donc, elle va exprimer la maladie malgré qu'elle est récessive chez la femme. Le gène délétère est transmis d'un homme atteint à toutes ses filles, parce que l'homme atteint, il a le gène sur son chromosome X, obligatoirement, il va le donner à toutes ses filles. Et le fils de chacune de ses filles, c'est-à-dire les filles de cet homme, auront 50% de risque d'hériter le gène. Ça, vous faites l'échiquier, vous allez comprendre les pourcentages. On continue dans les critères. Ici, on a la notion que le gène n'est jamais transmis d'un père à son fils. C'est logique parce que le père va donner le Y à son fils. Donc, le gène, le X malade, il ne va pas l'hériter. Le gène peut être transmis par une série de femmes porteuses. Dans une famille, les hommes atteints sont reliés par les femmes, côté maternel. On le voit dans la pratique. Les hommes, par exemple, qui ont une hémophilie, ils vous disent, il y a mon cousin du côté maternel qui est malade. Donc, c'est les mamans qui transmettent la maladie. Les femmes hétérozygotes sont habituellement saines, mais certaines peuvent exprimer la maladie avec une sévérité variable. Donc, ici, c'est le fameux phénomène de l'ionisation défavorable. Ici, c'est un exemple. D'ailleurs, c'est grâce à cet arbre généalogique de la reine Victoria, qui a pratiquement, on l'appelle la mère de tous les rois d'Europe, parce que ses descendants, elle a plein de descendants qui étaient dans les différents royaumes de l'Europe. Donc la reine Victoria, elle portait le gène de l'hémophilie. Et dans les descendants, on trouvait souvent, par exemple ici, Léopold est mort à 31 ans, 33 ans, 23 ans, 20 ans, 31 ans, 21 ans. Donc vous voyez, 3 ans, 11 ans, 56 ans. Donc les garçons, ses descendants mouraient à un âge assez précoce. D'ailleurs, on parlait de malédiction de la famille royale. Finalement, tout simplement, c'était dû à l'hémophilie, qui est une maladie où on a un défaut de coagulation. Pardon. Donc, ces personnes, il suffit qu'ils aient un petit traumatisme, vont faire des hémorragies cataclysmiques, ils vont mourir d'hémorragie, ou s'ils ont une chute, par exemple, et tout, ils vont faire des hémorragies qui vont être fatales. Comment est transmise la maladie récessive liée à l'X? D'un homme atteint avec une femme saine. Ça, c'est l'union aussi, qui est assez fréquente. Si l'homme est atteint et sa femme est saine, on verra qu'il y a, pour les filles, toutes les filles vont être conductrices et les garçons vont être sains. Mariage d'un homme sain avec une femme vectrice. Ici, on aura 50% de porteuses, ici, 50% de personnes saines, 50% de garçons malades et 50% de garçons sains. Donc, je vous avais parlé de l'hémophilie, qui a un défaut de coagulation, c'est-à-dire pour qu'il y ait une coagulation satisfaisante, c'est une cascade de réactions qui met en jeu plusieurs facteurs et plusieurs protéines. Il suffit qu'un facteur soit muté pour que cette cascade ne se fasse pas normalement. Donc on aura soit l'hémophilie A
qui est due à une mutation au niveau de la protéine qui va donner le facteur 8, qui est là. Ou bien 15% d'hémophilie B, il y a le facteur 9 qui va faire défaut. La maladie dystrophie musculaire de Duchenne. Aussi, c'est une faiblesse musculaire progressive, symétrique, touchant les muscles proximaux et distaux. C'est dû à une dégénérescence musculaire pseudo-hypertrophique, c'est-à-dire que les muscles vont être hypertrophiés, mais paradoxalement, il n'y aura pas de force musculaire. Le gène est retrouvé bien sûr au niveau du chromosome X, et la mutation concerne le gène de la dystrophine. On a aussi le daltonisme, c'est un défaut de vision des couleurs. C'est des personnes qui distinguent très mal les couleurs, donc c'est comme son nom l'indique, elle atteint surtout les garçons. On passe maintenant à la maladie dominante liée au chromosome X. Donc ici, même si la femme a le gène délétère, elle va exprimer la maladie. Un homme atteint épousant une femme saine ont des filles sains et des filles toutes atteintes, alors que tout à l'heure c'était des filles porteuses. La descendance des hommes et des femmes atteints ont 50% de risque d'hériter la maladie. C'est comme les maladies autosomiques dominantes. Mais retenir qu'un homme ne transmet jamais la maladie à son fils. Et pour certains phénotypes rares, la femme semble 2 fois plus atteinte. Pourquoi? Parce que tout simplement, les embryons mâles vont décéder avant d'arriver à la naissance. Donc on n'aura que des femmes vivantes avec cette maladie, parce qu'elle est létale pour l'homme. En général, les filles hétérozygotes sont moins sévèrement malades que les garçons, parce qu'à cause du phénomène de l'ionisation favorable, c'est-à-dire il arrive que chez certaines personnes, le gène, le chromosome qui porte le gène, bien qu'il soit dominant, mais s'il il fait partie du gène du chromosome désactivé, donc la personne de sexe féminin ne va pas exprimer la maladie en entier, ou bien elle sera assez discrète. On a aussi le rachitisme hypophosphatémique résistant à la vitamine D, c'est-à-dire que c'est une maladie génétique et non un défaut en apport de vitamine D. On a le syndrome de Rett, c'est un trouble grave qui va atteindre le système nerveux central, donc c'est des bébés qui ont une arriération mentale très très sévère. Et dans le syndrome de Rett, avant de passer aux maladies liées au chromosome X, dans le syndrome de Rett, justement, les femmes apparaissent plus atteintes que l'homme parce que l'homme qui a le gène du syndrome de Rett, en général, l'embryon est expulsé avant la naissance. On passe maintenant aux maladies liées au chromosome Y. Il n'y en a pas beaucoup. La transmission est appelée holondrique. Ça se transmet d'un père à son fils. On a une caractéristique qu'on retrouve chez les hindous, ce qu'on appelle l'hypertrichose des oreilles. C'est-à-dire qu'il y a des poils durs et longs au niveau des oreilles. Ça se transmet de père en fils. Voilà, c'est ça la transmission holondrique. On va parler maintenant, c'est quoi un gène létal? Le gène létal, au fait, en général, on parle de gène létal quand il est incompatible avec la vie. Mais il y a une autre notion à mettre en évidence, c'est la stérilité. Un gène est dit létal quand il entraîne la mort de l'individu, c'est-à-dire que c'est un bébé qui va naître mort-né, ou bien c'est un embryon qui est expulsé, un fœtus, ou bien aussi sa stérilité. C'est-à-dire que la personne est atteinte de la maladie, elle est vivante, mais elle ne pourra pas avoir d'enfant. C'est ça la notion de gène létal sur le plan scientifique. Par exemple, la dystrophie musculaire de Duchenne, les hommes atteints décèdent vers l'âge de 20 ans et sont stériles. C'est une maladie létale pour l'homme, c'est-à-dire la personne de sexe masculin. Il y a les deux notions à ce niveau-là. Ils vont décéder à un âge précoce et ils sont stériles. Le syndrome de Rett, les hommes atteints décèdent dans la période périnatale et les femmes atteintes sont stériles. Donc le syndrome de Rett est une maladie létale aussi bien pour l'homme que pour la femme. Dernier chapitre qu'on va aborder, c'est les mécanismes à l'origine des maladies monogéniques, c'est-à-dire le produit du gène muté. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans le produit du gène? Premier cas de figure, l'allèle muté, c'est-à-dire le gène muté,
va nous donner la production d'une protéine anormale, comme dans le cas de la drépanocytose. Donc c'est une protéine anormale qui va nous donner des globules rouges qui sont rigides, etc., etc. Hémoglobine anormale. Deuxième cas de figure, l'allèle muté va nous donner une production de protéines soit diminuée ou pas de production carrément. Une protéine diminuée ou pas de production. Par exemple, la phénylcétonurie, c'est vrai que les personnes qui sont atteintes de la phénylcétonurie, ils n'ont pas l'enzyme qui dégrade la phénylalanine, donc pas de production de protéines carrément, ou bien dans l'hypercholestérolémie familiale aussi, la mucoviscidose, etc. Troisième cas de figure, l'allèle muté va nous donner la production anormalement élevée d'une protéine qui, si elle était dans les normes, ne causerait pas de problème, mais quand elle est en excès, elle va donner des maladies, comme la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Ça, c'est des exemples. Hein. Quatrième cas de figure, l'allèle muté produit une protéine qui va interagir anormalement avec d'autres protéines, c'est-à-dire c'est une interaction qui n'existait pas à l'état normal, comme les sous-unités du collagène, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un exemple, c'est-à-dire il y a des sous-unités qui vont interagir entre eux anormalement. Et enfin, le dernier cas de figure, l'allèle muté va donner une protéine avec une nouvelle fonction, c'est-à-dire une protéine qui n'existait pas chez la personne normale, par exemple la Huntington, dans la maladie de Huntington, qui va être toxique pour les neurones. Voilà, donc j'ai fini avec le cours maladie monogénique avec transmission mendélienne. J'espère que c'était explicite et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je vous remercie.